effectivement, j'ai la lourde tâche de vous sensibiliser à l'environnement sous l'angle santé. Donc, j'ai rentré dans le vif du sujet. Pour vous, qu'est-ce que c'est la santé? En général, si je réponds un peu à votre place, on commence par c'est ne pas être malade. C'est la base, d'accord? Parfois, on élargit un petit peu. C'est aussi être soigné quand on est malade et guérir. Et il y a d'autres acceptions aussi du mot santé. Un état complet de bien-être. La santé, c'est un droit fondamental. La santé, c'est une ressource. Quand on se souhaite la bonne année, on se dit souvent si la santé va, tout va. Parce que pour pouvoir vivre sa vie, atteindre ses objectifs, ses rêves, eh bien, il faut souvent avoir une bonne santé. En fait, la santé, c'est effectivement tout ça. L'Organisation mondiale de la santé a défini que la santé était un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consistait pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité, et que c'était un droit fondamental sur lequel on peut s'appuyer, qui concerne l'ensemble du monde, le monde entier, et qui suppose du coup la participation de nombreux secteurs socio-économiques autres que le monde de la santé. Vous en êtes sûrement aussi rendu compte ici, il y a beaucoup d'acteurs sur le salon, et on se rend compte que la santé, ce n'est pas que le soin, même si c'est une partie importante dans notre société actuellement. Et donc ça, c'est une déclaration de l'Organisation mondiale de la santé qui date de 1978, qui est réaffirmée régulièrement, et la première fois que cette définition est apparue, c'était en 1946. Alors une fois que je vous ai défini un petit peu la santé au sens large, qu'est-ce qui influe sur notre santé, à votre avis? Aujourd'hui, on associe encore l'état de santé au médical, à l'accès aux soins, et c'est une partie importante, je vous concède. De plus en plus, on associe au comportement individuel. Vous avez sûrement en tête tous les messages de prévention sur l'alcool, sur le tabac, sur l'activité physique, sur bien manger. En fait, la santé, ce qui influe sur la santé, c'est beaucoup plus large. La santé, c'est le résultat d'interactions entre de multiples facteurs qu'on appelle des déterminants de santé. Alors, je vais vous montrer un beau schéma qui essaye de traduire tout ce qui peut avoir une influence sur la santé. Donc, vous avez... Alors, pour faire pointeur, c'est le petit bout. Voilà, super. Vous avez tous les facteurs qu'on connaît liés à l'âge, à l'hérédité. On n'est effectivement pas en même santé quand on est plus jeune que quand on est plus âgé. Il y a tous les facteurs liés à son style de vie personnel, c'est ce que j'appelle les comportements individuels. Mais après, on a aussi tous nos réseaux sociaux, communautaires, sur lesquels on s'appuie quand ça va bien, mais quand ça va mal aussi, qui peuvent être une ressource pour nous, pour rebondir. Et puis après, on a les conditions de vie et de travail, c'est la partie plus verte, qui va également influer sur notre santé. D'une façon assez intuitive, selon le travail qu'on réalise, on sait que certains travaux vont avoir un impact positif sur notre santé, d'autres vont en avoir un impact plus négatif. Quand on a un logement qui est humide, peu de fenêtres sur l'extérieur, peu de lumière, on sait que ça va avoir une influence sur notre santé, négative plutôt, et au contraire, si on a un logement avec beaucoup de lumière, qui a un accès à un jardin, à la nature, là, on va au contraire avoir une ressource positive pour notre santé. Donc tout ça, tous ces déterminants de santé influent sur notre santé au même titre que les services de santé, le soin qui apparaissent ici. Et on n'a pas la main, nous, tous individuellement, sur ces déterminants de santé. On a la main à peu près sur les facteurs liés au style de vie personnel, sur les réseaux sociaux et communautaires, et puis dès qu'on va rentrer dans le cercle ici qui est vert, et en fonction de l'éducation qu'on a reçue, en fonction des connaissances dont on dispose, en fonction des opportunités qu'on a dans la vie, on va commencer à avoir moins de prise sur ces
Et donc là, je vous ai présenté les déterminants d'une façon générale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'état de santé, en fait, est en grande majorité attribuable non pas au système de soins, non pas au patrimoine génétique, mais aux conditions de vie et aux environnements physiques et sociaux. Alors c'est ce que j'ai essayé d'illustrer via ce schéma-là. Si j'arrive, voilà, c'est ça. Donc le patrimoine génétique, en fait, c'est une synthèse des travaux, notamment menés par l'OMS, qui, au niveau Europe, donc, qui indique que le patrimoine génétique jouerait à peu près 5%, influe à 5% dans l'état de santé global. J'ai oublié de préciser, on n'est pas à l'échelle individuelle ici, hein, on est bien à l'échelle d'une population globalement. Le système de soins, c'est 15%, et vous voyez que les facteurs socio-économiques ici, donc l'accès à l'emploi, l'éducation, les facteurs environnementaux ici, qui sont l'état des milieux, l'exposition, la qualité du cadre de vie, c'est pratiquement 70% qui influencent notre état de santé. Un exemple, un peu caricatural, mais qui est très parlant, il me semble. Ici, la photo du haut, vous voyez ces enfants, donc c'est un bidonville à Bombay. Admettons que le système de santé en Inde soit aussi performant que le système de santé en France, et donc que dès que ces enfants tombent malades, on peut les soigner et on les soigne bien. Si on les remet dans cet environnement-là, vous doutez bien qu'ils vont assez vite retomber malades. Alors qu'à contrario, quelqu'un qui habite dans cet écoquartier ici à Grenoble, le cadre de vie, tout de suite, je pense qu'on aimerait tous plus ou moins, si on est urbain, être dans un cadre de vie de ce type-là. Une fois qu'on est soigné, on revient dans ce cadre de vie-là, on a quand même moins de possibilités ou moins de risques de retomber malade. Alors vous me direz, l'Agence régionale de santé, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ces déterminants de santé? Donc peut-être rappeler rapidement ce qu'est l'Agence régionale de santé. C'est un établissement public d'État qui est sous la tutelle du ministère chargé de la Santé. Son rôle, c'est une structure régionale qui a des antennes dans chaque département. Et donc nous, on est l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Son rôle, c'est de piloter et de mettre en œuvre dans la région la politique de santé qui est définie par le ministère de la Santé. Et on organise également l'offre de santé sanitaire et médico-sociale. Donc ces champs d'intervention classiques, je vais passer très vite, c'est organiser l'offre de santé. Donc ça, c'est des choses dont je pense que vous avez entendu parler. C'est également améliorer le parcours des usagers dans ce système de santé, parce que c'est pas toujours simple de savoir à qui s'adresser, qui intervient pour faire quoi et quel est notre parcours. Et puis des missions qui sont un peu moins connues, c'est surveiller et assurer la sécurité sanitaire, donc s'assurer qu'il n'y ait pas d'épidémie qui soit contrôlée. Et puis ce dont je vais vous parler plus aujourd'hui, c'est prévenir les risques et promouvoir la santé. Donc prévenir les risques sanitaires en essayant de jouer sur les fameux déterminants de santé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc que ce soit dans les domaines de l'environnement, des maladies ou des risques liés au comportement. Et en santé et environnement, l'ARS, en fait, assure des missions de contrôle et de prévention en lien avec les préfets. Le contrôle, par exemple, c'est l'ARS s'assure de la qualité de l'eau potable au robinet. Donc pour rentrer plus dans quelque chose de concret, une fois que vous avez fait la théorie, un exemple, c'est le moustique tigre. Donc pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, ce moustique, il s'appelle de son nom latin Aedes albopictus. Donc à l'origine, ce moustique, il transmet le chikungunya, la dengue et le zika, qui sont des virus. Alors pour pouvoir être contaminé, le moustique il va d'abord aller piquer une personne qui est déjà malade. En prenant son repas, il a accès au sang de la personne dans lequel circule le virus. Du coup, le virus contamine le moustique et prolifère dans le moustique pendant quelques jours. Et ensuite, quand ce moustique va aller piquer une personne saine, il va lui transmettre le virus et cette personne va déclencher la maladie. Donc la mission de l'ARS dans ce cycle-là, c'est déjà essayer de limiter l'épidémie, essayer de limiter la transmission. Donc le chikungunya, la dengue et le zika, ce sont des maladies à déclaration obligatoire. Donc tous les professionnels de santé
ont l'obligation de déclarer ces cas à l'ARS. Et l'infirmière ou le médecin de l'ARS va enquêter autour de la personne qui est malade pour savoir où elle s'est promenée avant de déclencher sa maladie ou avant qu'elle soit diagnostiquée, pour savoir si sur ces lieux, à tout hasard, il n'y aurait pas des moustiques tigres. Et puis des recommandations vont être données afin que le malade limite le plus possible son exposition à des piqûres de moustiques. Une fois qu'on a les lieux où la personne est passée, un opérateur qui est financé par l'ARS va faire des investigations sur le terrain pour savoir si, dans ces lieux-là, il y a effectivement le moustique tigre qui est présent ou non. S'il n'y a pas de moustique tigre, ben, tout va bien, la chaîne de transmission est coupée. Par contre, s'il y a un moustique, s'il y a des présences de moustiques tigres, et ben là, il y a un traitement qui est mis en place pour supprimer les moustiques qui potentiellement auraient été infectés et pourraient transmettre la maladie. Donc tout ça pour éviter d'avoir une épidémie d'ampleur de ces maladies sur le territoire. Donc ça, c'est la partie maladie. D'un autre côté, on surveille aussi l'implantation du moustique sur le territoire métropolitain via des pièges, pondoirs qu'on met un peu partout, via un opérateur également, pour s'assurer de comment avance le moustique sur le territoire français. Et les citoyens sont invités à signaler également sur le site signalement-moustique.anses.fr lorsque vous avez un moustique dans votre jardin qui a l'air de ressembler à la photo qui est présentée ici. Ça peut être un moustique tigre, et du coup, via ce site, ça permet derrière, si c'est une commune qui n'est pas connue ou qu'on considère comme pas encore colonisée, ça permet que l'opérateur se déplace pour s'assurer si c'est bien un moustique, ou si c'est un tigre, ou si ça n'en est pas un. L'objectif de cette surveillance, c'est effectivement d'arriver à limiter la progression de ce moustique. Sachant que ce moustique, il n'est pas, habituellement, il n'est pas censé être en métropole. C'est un moustique qui a pris l'opportunité, qui aime bien les humains, parce que c'est une source de nourriture assez intéressante, et qui du coup soit a pris l'avion, soit a pris le bateau avec des hommes pour arriver jusqu'en métropole. Et avec les conditions, le changement climatique, etc., il a pu s'acclimater et arrive à remonter maintenant jusqu'à Paris. Il y est déjà depuis un petit moment, mais on s'attend à ce que très bientôt il ait colonisé tous les départements français métropolitains. Donc l'objectif avec cette surveillance, c'est d'essayer de limiter, si ce n'est sa progression, ça commence à être un petit peu compliqué de limiter sa progression, au moins le nombre de moustiques qu'on a dans nos départements et dans nos maisons, enfin dans nos jardins. Donc pour ça, l'ARS essaye de faire passer les bonnes pratiques pour ne pas avoir trop de moustiques, et si possible ne pas avoir de moustiques tigres du tout dans son environnement. Alors ce qu'il faut savoir sur ce moustique, j'ai déjà dit, c'est que celui-ci qui transmet la maladie, les autres moustiques, qui sont nos moustiques classiques, ne transmettent pas ces maladies-là. C'est un moustique qui est très particulier. Nos moustiques classiques de métropole française, en général, sont au bord des mares ou à proximité d'un cours d'eau stagnant. Ce moustique-là, il est vraiment inféodé à nos pratiques dans nos jardins, dans nos villes. C'est vraiment un moustique de ville. Parce qu'en fait, dans son milieu naturel, il va pondre dans un creux de rocher, dans un creux d'arbre, sur une surface sèche. Il va attendre la pluie. L'eau va s'accumuler dans le petit creux, va faire que les œufs vont pouvoir éclore, se transformer en larves, et il va rester de l'eau suffisamment longtemps pour que ça devienne un moustique. Et ensuite, l'eau s'assèche et on n'a plus la source. Donc nous, dans nos pratiques métropolitaines, ils trouvent un terrain tout trouvé dans nos jardins, sur nos balcons, sur nos terrasses, via les petites soucoupes qu'on met sous les plantes. Parce qu'il va pondre sur la surface sèche, on va arroser ou il va pleuvoir, ça va permettre de recouvrir d'eau les œufs qui vont éclore. Il y aura suffisamment d'eau pendant le temps où la larve se développe. L'eau va partir et au final on aura le moustique qui sera arrivé, qui sera né chez nous.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le moustique qui nous pique, il est né soit dans notre maison ou dans notre quartier, puisqu'il a une amplitude de vol d'à peu près 150 mètres. Donc c'est important que tout le monde adopte les bons gestes pour qu'on puisse lutter contre l'implantation de ce moustique. Et du coup, pour agir chez nous, chez tout le monde et à l'échelle d'un quartier, avant la pluie ou après la pluie ou après une absence ou avant une absence, il est important de ranger, de vider les contaminants de l'eau où l'eau peut s'accumuler, d'entretenir les piscines et de faire tout ce qui est nécessaire au niveau de la gestion des eaux de pluie, notamment sur les récupérateurs d'eau de pluie, où on va avoir l'eau qui monte, qui descend, et qui va permettre aux moustiques d'avoir juste ce qu'il faut pour l'éclosion de ses œufs. Et puis, à l'échelle d'un quartier, c'est important de sensibiliser ses proches et de faire ça collectivement pour pouvoir avoir une action plus efficace, si ce n'est l'éradication, au moins de diminuer la prolifération, parce que c'est un moustique qui est vraiment très 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 nuisible, et un moustique métropolitain classique, il va vous piquer 2 fois, le moustique tigre, il va vous piquer 10 fois. Pour vous prendre la même quantité de sang au final. Au niveau de l'ARS, donc ça c'est pour vous, si vous pouvez adopter ces gestes-là, ça permet de limiter. Et après, nous, au niveau de l'ARS, on essaie de travailler avec les collectivités pour qu'ils intègrent dans la conception urbaine de limiter ces petites collections d'eau, ces petites surfaces dans lesquelles on va retrouver de l'eau régulièrement, mais pas de façon pérenne. Un autre exemple, c'est la qualité de l'air intérieur. Donc vous le savez, on passe pratiquement 90% de notre temps à l'intérieur, entre le logement, la voiture, le transport en commun, le travail. Et dans cet environnement intérieur, il y a des pollutions qui vont s'accumuler. Alors on pense souvent à tort que la qualité de l'air intérieur est meilleure que celle de l'extérieur. En fait, c'est pas tout à fait vrai, mais on n'a pas du tout les mêmes sources de pollution, en intérieur et en extérieur. Par exemple, dans l'air intérieur, on va retrouver du radon. Le radon, c'est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il est issu de la dégradation des sols granitiques. Donc autant vous dire que dans le département de la Loire, nous sommes particulièrement concernés par le radon, mais tout le massif central, et puis la région dont on entend souvent parler par rapport au radon, c'est souvent la Bretagne. Et ce gaz, d'origine naturelle, quand on est en extérieur, il se dilue, il s'évapore, il n'y a pas vraiment de problématique sanitaire. Quand on met une maison par-dessus, et bien vous aurez tout de suite l'image, le gaz va s'accumuler dans la maison et du coup on va arriver à des concentrations qui peuvent avoir un impact sur notre santé. De la même façon, dans l'air intérieur, on peut être exposé à des moisissures. Donc, est-ce que vous avez une idée de comment on obtient des moisissures dans une maison? Je pense que oui. C'est lié à l'humidité, tout à fait. Et l'humidité, elle provient soit de la salle de bain, où vous allez prendre une douche, un bain, vous allez avoir plus d'humidité. La cuisine, quand on cuisine, pareil, hein, il y a beaucoup d'humidité qui s'évapore, d'eau qui s'évapore. Quand on fait sécher ses vêtements à l'intérieur, ça crée de l'humidité. Et donc, il faut assainir la maison. Quand on commence à avoir des moisissures, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il va falloir assainir la maison. Dans les autres sources de pollution de l'air intérieur, on va avoir tout ce qui est travaux de rénovation. Quand vous voulez refaire votre cuisine ou refaire votre chambre parce que la décoration ne vous plaît plus, vous allez acheter des produits de bricolage, de la peinture, vous allez passer une couche de peinture, et vous le savez, vous l'avez tous vu, je pense, ou senti en tout cas. La plupart des peintures jusqu'à présent, enfin il y a quelques années, avaient une odeur très forte, aujourd'hui moins, mais elles sont toutes à l'origine de relargage de produits chimiques qui peuvent avoir un impact sur notre santé. Et de la même façon, les produits ménagers sont aussi une source de pollution de l'air intérieur, donc notamment quand on utilise des produits en spray. Vous avez sûrement expérimenté, vous prenez un spray, vous en avez sur votre table pour la nettoyer, mais vous en avez peut-être plus de la moitié qui part dans l'air. Et ce qui part dans l'air, ça va retomber ailleurs, mais vous allez aussi l'inhaler parce que vous êtes à côté.
Et il existe des produits ménagers qui sont moins polluants que d'autres, notamment le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le savon noir, qui sont moins polluants que les produits qu'on peut retrouver, les produits industriels, plus industriels on va dire, qu'on peut retrouver avec une composition dont on ne connaît pas. Alors il existe plein d'autres sources de pollution, hein, je ne vais pas toutes vous les passer en revue. Il existe par contre une technique quasi imparable pour arriver à limiter cette exposition et à limiter les concentrations des polluants dans nos maisons, je vais y arriver, dans nos logements. Et vous la connaissez toutes, parce que vous avez toutes passé par le Covid et on vous a dit tous les jours qu'il fallait aérer. Exactement. Parce que l'aération, 10 minutes par jour, y compris en hiver, ça permet de ne pas diminuer trop, de ne pas avoir d'impact sur le chauffage, parce que ça ne refroidit pas les murs, mais par contre ça permet de renouveler l'air, même si on a un système de ventilation classique, pérenne, au sein de notre maison. Alors je vais aller un peu plus vite, je suis en retard, c'est ça? Elle a vu ma présence. C'est ça. Du coup, sur l'air intérieur, ce que fait l'ARS, donc voilà, ça fait partie des missions qu'on a essayé de faire passer les messages sur les bonnes pratiques à adopter pour limiter les polluants à l'intérieur de nos maisons. Il arrive quand même qu'on soit malade, on est tous d'accord. Et dans ce cas-là, l'ARS finance un réseau régional de professionnels qui sont au service des patients atteints de maladies respiratoires. Ce sont des conseillers en environnement intérieur. Donc ils interviennent sur prescription médicale au domicile des patients pour identifier les causes ou les sources potentielles de polluants dans l'environnement intérieur et donner des conseils et préconisations pour diminuer les polluants domestiques et les bonnes pratiques. Et l'intervention de ces conseillers en environnement intérieur régionaux est gratuite pour le patient, sous réserve de bien faire appel à ces conseillers-là, dont vous trouverez les modalités de saisine, les coordonnées sur le site internet de l'ARS. Parce qu'il y en a un ou deux par département, et par contre c'est bien sur prescription médicale, donc il faut que le médecin passe par ce réseau-là. Et j'ai presque fini. Juste pour aller un peu plus loin, j'espère vous avoir convaincu que l'environnement est un déterminant majeur de la santé. Je n'ai pas parlé de la qualité de l'eau, ni de la qualité de l'air extérieur, ni du bruit, mais ça en fait partie aussi. Et à l'inverse, les activités humaines ont un impact sur notre environnement. Ça, je pense que vous en êtes tous conscients. Du coup, il y a une campagne qui s'appelle « C'est possible », qui permet de questionner nos habitudes de vie, de consommation, pour agir à la fois sur sa santé et sur son environnement de façon positive. Pour connaître tous les messages, je vous invite également à aller sur Internet. Sur le site c-possible.net, sur lequel vous retrouvez également des conseils qui vous permettent d'allier la prise en compte de la santé et de l'environnement, puisque nous faisons partie de l'environnement, l'environnement a une influence sur nous, donc c'est important de prendre soin de son environnement aussi. Et je vais passer très vite, l'ARS propose également sur son site internet des solutions, vous présente des gestes assez simples à prendre en compte et à intégrer pour limiter son exposition et avoir un impact positif sur sa santé. Et puis pour les jeunes parents ou futurs parents, mais ça peut être pour les grands-parents également, vous avez le site 1000-premierjour.fr sur lequel vous retrouvez également une rubrique liée à l'environnement pour préserver et limiter les expositions des femmes enceintes et des enfants jusqu'à 1000 jours. Et normalement, j'ai enfin fini. Merci pour votre attention. Merci. Donc, de l'ARS, vous êtes responsable du pôle santé publique dans la délégation de la Loire. Alors là, vous allez repartir avec des conseils pratiques. Hein, là. Je ne veux plus voir une soucoupe qui traîne. Hein. Et puis, aération du logement. Bon, ça, on a commencé à prendre l'habitude. D'ailleurs, on aérera la salle entre votre conférence et la suivante. Hein. Ça fera pas de... Est-ce que vous avez des questions spécifiques à poser à Madame Allard par rapport à l'environnement direct des personnes et l'impact sur la santé? Alors, rappelons, hein, combien le pourcentage? 15%, c'est...
C'est de mémoire, c'est 25% pour l'environnement. Ouais. Et 45%. Oui, c'est ça, non. Vous me posez une colle, il faudrait revoir le diapo. Je sais plus. Voilà. C'était une évaluation Vous m'avez surprise. perturbé. Normalement, il me semble que c'est 15% pour l'environnement et 45% pour l'environnement milieu et 45% pour l'environnement socio-économique, ce qui fait 70% pour ces deux aspects. Donc 70% de la santé se joue sur ces deux aspects. C'est pas, Ouais, c'est pas négligeable. C'est 25% l'environnement, j'avais raison finalement. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques ou sinon c'était très clair? Donc, vous l'aurez compris, aération, voilà, et lutte contre le moustique tigre, hein, parce que il est de plus en plus présent chez nous. Alors, ce que j'ai appris quand même, c'est que je vais engueuler mes voisins parce que ça vient de chez eux si j'ai un moustique tigre dans ma chambre. Alors non, vous n'allez pas engueuler vos voisins, vous allez les inviter à un apéro, sans alcool, avec des légumes aussi. Pour discuter, faire une relation sociale qui va derrière être un soutien pour votre future santé et voir avec eux comment vous pouvez faire ensemble pour éliminer ces moustiques. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ARS. Donc invitez vos voisins. Déjà, c'est bien pour le lien social. Et en plus, vous allez pouvoir éradiquer le moustique tigre 150 mètres autour de chez vous. Bon, bah, quand on habite en ville, ça fait un paquet de voisins, hein, 150 mètres. Hein. Beaucoup de moustiques tigres dans la Loire? De plus en plus. Les premiers moustiques tigres officiellement ont colonisé le sud-est du département en 2019. Et c'était une toute petite commune, mais on s'attendait à ce qu'il arrive par là, puisqu'il était déjà dans le Rhône et il était déjà en Ardèche et en Drôme. Donc bon, voilà, l'un explique l'autre. La Haute-Loire n'était pas encore colonisée. Donc, et aujourd'hui, on a pratiquement 70% de la population du département qui habite dans une commune colonisée. Alors, vous avez Saint-Étienne qui est colonisée, vous avez toute la vallée du Gier qui est colonisée, vous avez Feurs qui est colonisée, vous avez Roanne qui est colonisée, donc effectivement, ça fait des villes avec beaucoup d'habitants, mais on l'a retrouvé également en Haute-Loire, donc du coup, on commence à être bien entouré. On est cerné. C'est ça. Bien. Bon, ben, on n'a pas fini de se gratter cet été. Ça vous me rassurez pas. Oui. Symptômes du chikungunya. Bon. Alors, c'est des symptômes pas très spécifiques. C'est de la fièvre, des courbatures. C'est plutôt des... Voilà, donc le diagnostic va surtout se faire pour savoir si vous êtes allé dans un pays où il y a actuellement une épidémie. C'est plutôt en lien avec ça que va se faire le diagnostic, parce que les symptômes sont assez classiques des symptômes quand on a une petite fièvre, des courbatures, qu'on est fatigué, ça peut être à l'origine de plein de maladies. Ce qui veut donc dire que pour l'instant, ceux qui nous piquent dans la Loire ne sont pas porteurs du chikungunya. Non, les moustiques... vous voyez, vous partez rassurés. Les moustiques ne naissent pas avec le virus, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont forcément, pour être porteurs du virus, ils ont forcément piqué quelqu'un qui avait la maladie. Voilà. Forcément. Merci Madame Allard pour ces précisions. On peut l'applaudir une nouvelle fois.